Bonjour. Comme annoncé la dernière fois, nous allons parler aujourd'hui de Gaza. Gaza, non pas pour dire qu'il y a des méchants, des gentils. Gaza pour comprendre ce qui se passe. N'oubliez pas ma définition de la géopolitique au début de la présentation de la chaîne YouTube. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner. La géopolitique, c'est un conflit de pouvoir autour de territoires et sur des territoires, mais aussi les hommes qui se trouvent sur ce territoire et les représentations, c'est-à-dire les visions du monde de chaque parti qui se trouve sur ce territoire. Et chaque camp a besoin de mobiliser son camp contre l'autre lorsqu'il y a un conflit pour saisir ou gagner un territoire. Et chaque camp doit en même temps valoriser son camp et dévaloriser le camp ennemi. Et donc c'est ça qui est intéressant d'analyser en géopolitique, c'est pas de faire du jugement, c'est d'analyser les forces en présence. Donc il y a la partie matérielle de la géopolitique, lourd, concret, palpable, l'argent, le gaz. Par exemple, on a trouvé beaucoup de gaz ces 20 dernières années autour de Gaza et autour d'Israël et autour de Chypre, de la Grèce et en Méditerranée. Des énormes réserves de gaz offshore. Il est certain que le fait que Gaza soit une bande déconnectée de la Cisjordanie, sans continuité territoriale, mais qui accède directement à la mer, et que juste en face, on a Marina Gaza, une énorme réserve de gaz offshore, forcément, ça a une importance. Les territoires ont une importance. L'eau qui est prise par les Israéliens, selon les Palestiniens, au détriment des agriculteurs palestiniens, c'est un énorme problème. Là aussi, on est dans le lourd, le matériel. Bien sûr, il y a les rapports de force, les armes des uns et des autres, le territoire, la population, la démographie qui est à la faveur des Palestiniens musulmans, même si les juifs religieux compensent la faiblesse démographique des juifs non spécialement religieux. Tout ça, c'est les facteurs matériels, démographie, armement, relief, terre, mer, argent, pétrole, gaz, ressources, eau. Mais il y a aussi la partie immatérielle. Donc, qu'est-ce que nous disions l'autre jour sur l'islamisme radical? Il y a d'un côté l'islamisme radical de type politique, ou l'islam politique, comme disent les Américains, political islam, qui n'a rien à voir avec le fondamentalisme ou l'intégrisme, c'est plutôt du totalitarisme. Mais dans le totalitarisme islamiste, il y a deux grandes catégories, même s'il y a plein de sous-catégories, bien sûr. À l'intérieur du monde sunnite, salafiste conservateur, ou salafiste monarchiste, ou salafiste réformiste, rappelez-vous, les wahhabites, les frères musulmans, etc. Mais dans le monde sunnite, majoritaire pour ce qui concerne l'islamisme en général, et l'islam en général, c'est 80%, 90% de sunnites. On a bien vu que il y a d'un côté l'islam politique, dont le leader absolu, le maître d'œuvre, la matrice sont les frères musulmans, et de l'autre côté, beaucoup plus minoritaire, dans cet islamisme totalitaire, il y a le djihadisme, qui n'est qu'une toute petite partie de l'islamisme totalitaire, qui lui-même n'est pas tout l'islam, puisque bien sûr, il y a aussi des courants de l'islam et des musulmans en tant qu'individus qui n'ont rien à voir avec une doctrine radicale, politique, etc. Donc, il faut distinguer musulmans, les personnes qui ne croient ou qui ne croient pas, qui croient beaucoup ou pas beaucoup, qui sont intégristes ou non, totalitaires ou non, violents ou non, les musulmans qui n'ont pas un chromosome islamique écrit sur le front, et il y a de l'autre côté l'islam, les textes qui, eux, contrairement aux personnes, peuvent être critiqués. On a le droit d'exercer sa pensée pour dire « je ne suis pas d'accord avec tel texte, je pense que tel texte doit être interprété autrement ». Donc la personne humaine, elle doit être respectée. Le texte, c'est pas une personne humaine, c'est un texte, c'est une idée qui peut être discutée. Toute idée, on devrait avoir le droit, en tout cas dans une société libre, on a le droit de critiquer n'importe quelle idée. Donc, la personne, le texte, et l'idéologie, plus ou moins radicale, plus ou moins modérée, qui n'est qu'une des interprétations de ce texte. À partir de là, on revient au sujet d'aujourd'hui. Le Hamas, c'est la section palestinienne des frères musulmans. La section palestinienne des frères musulmans de type djihadiste. C'est un des premiers mouvements djihadistes qui est apparu dans le monde sunnite. Non pas qu'il n'y avait jamais eu de djihad avant, on l'a vu l'autre jour. Les djihadistes se réfèrent beaucoup aux premiers combattants du djihad, les moudjahidines,
qui étaient ceux qui font le djihad et qui ont succédé au pouvoir de Mahomet. Quand Mahomet est mort, il y a eu une succession. Il fallait choisir le calife, donc tout le mot califat, le successeur de Mahomet, qui avait fait la communauté de Médine. La communauté de Médine, Mahomet était chef religieux, chef social, chef politique et aussi chef de guerre. Donc il y avait quelque chose de total. C'est une vision totale du monde. Politique et religion et État. État, c'est venu plus tard. Et politique et religion. Din ou Adunya, les islamistes rajoutent Daoula, l'État. Même nom d'ailleurs que l'État islamique, on dit souvent le Daoula. Ça veut dire en fait tout simplement l'État. Politique, religion, société, État. C'est un système total. D'où le fait qu'il y a un totalitarisme islamiste, c'est même pas péjoratif, c'est le fait de vouloir un contrôle de toute l'humanité, individuelle ou collective, au nom d'une idée, d'un monisme idéologique qui est la charia, l'islam qui doit triompher et dominer l'humanité, puisque l'islam est la perfection des Écritures qui doit dominer l'humanité. Le Hamas rentre dans la catégorie à la fois de l'islam politique, frères musulmans, qui sont que minoritairement djihadistes et majoritairement islam politique. En Europe, ce sont les frères musulmans qui ont le haut du pavé. Donc le Hamas est à la fois une structure des frères musulmans, en même temps c'est un groupe djihadiste. Or, tous les frères musulmans ne sont pas djihadistes, c'est un des rares groupes des frères musulmans qui soient officiellement frères musulmans et ouvertement, qui s'en réclament, et qui soient djihadistes. Et d'ailleurs, il ne fait pas que se réclamer comme un imposteur des frères musulmans, puisque les frères musulmans, même ceux qui sont anti-djihadistes, d'où le paradoxe, dans le monde arabe, en Turquie, en Europe de l'Ouest, en Amérique, au Canada, en Australie, dans tout l'Occident, il y a de nombreux réseaux des frères musulmans légaux, pacifiques, non djihadistes, mais qui prélèvent des fonds pour la Palestine et pour Gaza. Or, ces fonds arrivent dans les mains du Hamas quand ces fonds arrivent à Gaza, et on le sait, comme Erdogan qui préfère le Hamas à l'autorité palestinienne, comme le Qatar qui parraine le Hamas plutôt que l'autorité palestinienne, les frères musulmans dans le monde entier, en Europe comme ailleurs, préfèrent le Hamas à l'autorité palestinienne. Il y a deux grandes structures politiques et autres qui gèrent, si vous voulez, les Palestiniens de la zone Israël-Palestine, parce qu'il y a aussi des Palestiniens en Jordanie, au Liban, un peu en Syrie et dans tout le monde arabe, mais surtout Jordanie, Liban, il y a des grosses communautés palestiniennes, 60% des Jordaniens sont palestiniens, c'est pas connu, et il y a des réfugiés palestiniens au Liban qui ont d'ailleurs, qui sont arrivés beaucoup pour fuir des spoliations ou le fait que Israël avait été proclamé. Mais il y a aussi des groupes armés palestiniens qui ont mis Beyrouth et le Liban à feu et à sang, mais qui n'ont jamais été délogés depuis les fameux accords de 1974. Donc Jordanie, Liban, c'est les Palestiniens, une grosse communauté, majoritaire pour la Jordanie, plus que les Jordaniens bédouins, c'est des grosses communautés, mais en dehors de la zone, je dirais, revendiquée par leur leader, qui est la zone Israël-Palestine. Pour le Hamas, comme pour jadis l'OLP, le Fatah, tout l'Israël doit être la Palestine, c'est-à-dire que l'actuel État israélien n'est pas acceptable en tant qu'État israélien, même si parfois le Hamas dit on compose avec ce qui existe, mais idéalement on est contre. Dans la première charte du Hamas n'a jamais été annulée, elle a été amendée, mais elle n'a pas été annulée, elle a été revisitée. Mais idéalement, le Hamas, d'ailleurs, dans ses cartes géopolitiques, comme d'ailleurs en Cisjordanie, très souvent, on montre des cartes d'un Israël qui n'a plus rien d'Israël, qui n'a plus rien de juif et qui soit habité par la Palestine. Et toute cette partie, Cisjordanie, Gaza et Israël, c'est le lieu que le Hamas revendique pour les Palestiniens arabes musulmans. Et éventuellement, quelques juifs pourraient être tolérés s'ils ont un statut de dhimmi, halal dhimma, qu'ils payent une taxe, qu'ils soient humiliés, sariroun, et qu'ils soient soumis au pouvoir islamique. Ça, c'est l'idéologie du Hamas, donc l'islam politique des frères musulmans, une vision califale dans la charte du Hamas et de nombreux textes d'idéologues du Hamas, comme Cheikh Yassine, qui créa ce mouvement en 1987. Il y a l'idée que la Palestine n'est pas une nation qui est la fin elle-même du projet. Ce n'est pas la nation, la finalité du projet. La Palestine n'est qu'un morceau du califat et de la Ummah islamique. Donc le Hamas, même s'il est devenu un peu nationaliste, même beaucoup, il n'a jamais renoncé totalement au postulat idéologique de départ qui est
la Palestine, simple morceau du califat islamique mondial qui un jour doit régner sur la planète. Et ça, c'est l'ADN des frères musulmans qui ont été les premiers à réhabiliter le califat, puisque les frères musulmans sont nés, on ne l'a peut-être pas vu au dernier épisode, mais on va le dire maintenant, les frères musulmans sont nés en 1928, 4 ans après l'abolition du califat ottoman par Atatürk, le fameux laïc, franc-maçon, athée, non marié, buveur d'alcool, le fameux Atatürk, le grand réformateur célibataire d'ailleurs, qui a aboli la charia, le califat, qui a libéré les femmes, qui les a fait voter avant les Français, etc. C'était un traumatisme pour les islamistes du monde entier, qu'on appelait plutôt à l'époque les musulmans conservateurs, ceux qui dirigeaient notamment, ceux qui contrôlaient les lieux saints dans les pays du Golfe. Ça a été traumatique, l'abolition du califat. Et les frères musulmans, 4 ans après l'abolition du califat, ont voulu justement créer une organisation pour réparer cette anomalie qui était la division des pays du califat en petites nations dont les frontières sont souvent tracées par les colonisateurs. Les frères musulmans, avec Hassan el-Banna, apparaissent en 1928 sur cette base d'un islam général, de la Ummah, qui doit être unifié dans un califat. Mais en attendant, comme c'est pas possible à cause des traîtres nationalistes arabes et des colonisateurs, les deux à la fois, ou ensuite après la colonisation, les nationalistes arabes, la Ummah est divisée. Il y a une division des peuples de la Ummah el-Islamiyya, notamment par le nationalisme arabe. Et c'est pour ça que le Hamas, dès le départ, en 1987, lorsqu'il est fondé, il va entrer en conflit avec le nationalisme arabe. À l'époque, le nationalisme arabe, c'est l'OLP, c'est Yasser Arafat, c'est le Fatah, et c'est aussi d'autres groupes, FPLP, plus laïcisants, plus marxistes, mais ils sont en gros nationalistes, plus ou moins laïques, si on veut, socialisants et liés à l'Union soviétique. Dans le cadre de la guerre froide, Israël, avec l'aval de l'Occident et des Américains, en 1987, quand un chef religieux qui fait de l'humanitaire et en même temps de l'intégrisme islamique et en même temps du politique, Cheikh Yassine, quand il crée son organisation, le Shin Bet, l'organisme de sécurité intérieure israélien, voit d'un bon œil de laisser poindre, émerger le Hamas pour en fait diviser le camp palestinien, dont les éléments les plus dangereux à l'époque pour Israël, c'était l'OLP, le FPLP, le Fatah, c'était Yasser Arafat et d'autres groupes qui étaient eux aussi liés pendant la guerre froide à l'Union soviétique. Donc le Hamas est favorisé dans un contexte de guerre froide, mais aussi dans un contexte de divide et impera, faire monter un groupe intégriste islamiste néo-califal, frères musulmans, qui déteste le nationalisme arabe, même si ensuite ils l'ont fait un peu oublier, mais au départ, il y a et encore aujourd'hui, in petto, dans leur fort intérieur, les dirigeants du Hamas détestent le nationalisme arabe. Pour eux, c'est un paganisme presque, c'est une division de la Ummah. Et c'est une apostasie puisque la référence c'est la nation islamique arabe et non pas la nation islamique et le califat tout court. Le temps passe, il y aura des phases où le Hamas sera plus ou moins combattu par Israël et la stratégie de Netanyahou, bien des années plus tard, après le retrait par M. Sharon, pourtant ancien dur du Likoud, accusé d'être un horrible sioniste radical d'extrême droite, etc., eh bien c'est ce monsieur, Sharon, qui en 2005, après l'avoir annoncé en 2003, accepte de supprimer 21 implantations israéliennes, que les Arabes appellent colonies israéliennes, plus 4 en Cisjordanie, donc 21 à Gaza, 4 en Cisjordanie. On montrera la carte, bien entendu. Vous voyez d'ailleurs maintenant la carte qui apparaît. Vous voyez Gaza, cette petite bande, beaucoup plus petite que la Cisjordanie, déconnectée territorialement. Et Sharon accepte le démantèlement de 4 implantations ou colonies en Cisjordanie et 21 à Gaza. Dès 2003, il annonce son plan et il y arrive en 2005. En 2005, Gaza est restituée aux Arabes musulmans majoritairement palestiniens, donc les Palestiniens de Gaza deviennent souverains sur cette zone. Et c'est le Hamas donc qui prend le contrôle de cette zone qui est libérée par l'armée israélienne, qui, je le répète, a supprimé les implantations. Depuis, il n'y a plus d'implantations et de colons israéliens à Gaza. C'est important de le comprendre, parce que ceux qui disent les attentats du 7 octobre, c'est ce que pensent d'ailleurs certains de mes amis musulmans, on en parle, chacun a son opinion, ils me disent, moi je ne suis pas terroriste, je suis contre le terrorisme, mais il faut voir le Hamas comme une force de résistance, et l'attaque du Hamas contre des Israéliens dans des kibbutz
les kibbutzim et une rêve partie, c'est une réponse à la colonisation. Ça paraît paradoxal de dire cela, puisque le Hamas est déconnecté de l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne gère la Cisjordanie, où il y a des implantations encore en cours, nouvelles, tandis qu'à Gaza, les implantations ont été supprimées par la volonté de pourtant un homme politique qui est un faucon de droite, du Likoud, le fameux Ariel Sharon. Donc, qu'est-ce qui se passe à partir de 2006, on arrive en 2006, pour la première fois dans un pays arabe, les frères musulmans, ou la deuxième fois si on compte le fils qui avait gagné en Algérie à la fin des années 80, et au début des années 90, il avait été réprimé par le pouvoir algérien, mais en dehors de cas algérien, pour la première fois, un mouvement islamiste des frères musulmans prend le pouvoir démocratiquement. Le Hamas a gagné démocratiquement le pouvoir à Gaza en 2006. S'en est suivi une confrontation même armée, à un moment, ça a été violent, avec l'autorité palestinienne qui normalement devait gérer tous les territoires que Israël ne gérait pas directement. Et Gaza devient géré par le Hamas, dont les dirigeants, dès 1987, sont très liés à l'émir du Qatar, puisque Cheikh Yassine était lié au Qatar, c'est pas nouveau, mais dans les années 2000 et 2010 et 2000, à partir des années 2000, il va y avoir une accentuation du phénomène de récupération des frères musulmans et du Hamas par le Qatar, d'où l'accueil, toujours aujourd'hui d'ailleurs, des dirigeants du Hamas qui sont dans des belles villas au Qatar pendant qu'ils appellent leurs ouailles et leurs dirigés et leurs citoyens et leurs frères à perdre leur maison et à mourir en martyrs à Gaza. Ça, c'est un petit peu le contexte général. Mais ce qu'il faut marteler, rappeler, c'est que alors qu'Israël s'est retiré de Gaza et a supprimé les implantations à Gaza, quelques années après, même immédiatement après, de même que quand Israël a libéré le Liban Sud, le Hezbollah a attaqué de plus belle Israël. Et de même, quand Israël s'est retiré de Gaza, le Hamas a attaqué de plus belle avec le djihad islamique, mouvement financé à la fois par le Qatar, mais aussi pour le djihad islamique par l'Iran, l'Iran finançant les deux, le Qatar finançant surtout le Hamas. Eh bien, étonnamment, les Israéliens se disent « je libère un territoire, le Liban Sud, ou Gaza », et le mouvement local, le Hezbollah chiite pour le Liban Sud, et le Hamas, et aussi le djihad islamique pour Gaza, après avoir rendu un territoire et enlevé des implantations, eh bien, ils m'attaquent de plus belle avec des organisations terroristes, avec des missiles, des roquettes, mais aussi des enlèvements. C'est régulier, c'est pas nouveau, les enlèvements, il y en a juste beaucoup plus depuis le 7 octobre 2023, mais il y en a toujours eu des enlèvements de civils, mais surtout de soldats israéliens. Donc, rien n'est nouveau véritablement. Mais ce qui est certain, c'est que on ne peut pas dire que l'attentat, les attaques barbares, terroristes, d'autres diront révolutionnaires, guerrières, etc., du Hamas, sont une simple réponse aux implantations, puisque le Hamas ne dirige que Gaza, et à Gaza, il n'y a plus d'implantation juive. Il faut le rappeler, les implantations juives, elles sont en Cisjordanie. Si l'argument de l'attentat terroriste en réponse de la colonisation était valable, il serait beaucoup plus valable pour la Cisjordanie, où justement, il n'y a pas ce genre d'attentat massif. En tout cas, l'autorité palestinienne qui gère la Cisjordanie combat de manière très violente et très radicale les groupes du Hamas ou du djihad islamique ou ceux qui voudraient perpétrer des actes terroristes. La Cisjordanie collabore même avec Israël. L'autorité palestinienne reconnue par l'UNESCO et indirectement par l'ONU, et qui représenterait l'État palestinien, collabore avec Israël contre le djihadisme du Hamas. Ça, c'était les prémices extrêmement importantes à rappeler. Alors, où en est-on? Attentat du 7 octobre, présenté comme, certes, pas bien, pour beaucoup d'Occidentaux pro-palestiniens, c'est pas bien, mais ils sont acculés, ils sont persécutés, on a grignoté leur territoire, et c'est vrai que de ce point de vue, certaines cartes sont extrêmement convaincantes pour le point de vue pro-palestinien. On nous montre des cartes 1947, 1948, partage voulu par l'ONU qui donne une petite majorité de territoire aux juifs sionistes de l'époque, et un peu moins que 50% pour la partie arabe, qui pourtant se présente et effectivement était majoritaire démographiquement avant le retour massif de colons sionistes à partir de la création du sionisme, la fin du 19e siècle jusqu'à 1948. Il n'y avait pas une majorité de juifs
dans l'actuel territoire Israël-Palestine. Donc les Palestiniens disent, ce sont des apports extérieurs coloniaux de type européen, donc c'est une sorte de néocolonialisme européen, même si ensuite beaucoup de Juifs persécutés dans les pays musulmans vont gagner eux aussi Israël, donc ça sera un peu moins vrai. C'est aussi des Juifs qui étaient des autochtones des pays arabes et qui ont été renvoyés dans le cadre d'un nationalisme et d'un pan-islamisme qui vont prendre en sandwich les Juifs de ces communautés qui étaient là parfois même avant l'islam, hein, pour les Juifs d'Égypte, d'Irak, de Maghreb, ils étaient là souvent, tout le temps même avant l'islam. Donc les deux parties ont leur vision, mais il est certain que ceux qui sont pas forcément pour le Hamas, mais très pro-palestinien, vont avoir tendance à minimiser l'acte terroriste du Hamas, présenté comme un acte peut-être exagéré, avec des viols, des massacres, etc., mais qui est une sorte de réponse désespérée. C'est ce que dit le grand géopolitologue et professeur de relations internationales John Mearsheimer, que je suis beaucoup sur beaucoup de points dans ses théories des relations internationales, l'école à réalisme offensif. Par contre, je ne le suis pas sur la Palestine, mais peu importe, on n'est pas là pour juger. Son opinion, c'est que le Hamas serait une force de résistance puisque le terrorisme serait l'arme de celui qui est complètement désespéré et qui a des rapports de force disproportionnés. Donc il utilise en gros l'arme du pauvre. C'était un peu l'argument de ceux qui défendaient Ben Laden et qui n'étaient pas forcément islamistes après 2001. Moi, ce n'est pas mon argument. Moi, je pense qu'il y a des exemples de peuples qui ont été traumatisés, occupés, envahis, spoliés, à commencer par les Kurdes ou les Arméniens, qui n'ont jamais perpétré de terrorisme de type barbare, où on massacre, on viole des femmes et des enfants. Les Arméniens, à ma connaissance, ont eu une organisation terroriste, la Salah, ils n'ont jamais fait ce type de crime. Et quand ils ont tué quand les Arméniens terroristes, car le mot n'est pas, moi ça me gêne pas d'employer le mot terroriste, même pour des peuples dont je défends les causes, mais le terrorisme, quand on parle de terrorisme, c'est même pas un jugement de valeur, c'est une méthode d'action. Créer la terreur chez l'autre. Beaucoup de mes élèves musulmans, certains de mes élèves musulmans sont parfois choqués quand je dis le terrorisme du côté palestinien. C'est même pas péjoratif. C'est une technique d'action guerrière, asymétrique, qui vise à terrifier l'autre psychologiquement par l'horreur de l'acte commis. Et dans l'islamisme radical, on rajoute le côté suicidaire, alors que tous les terroristes font pas forcément des attentats suicides. Vous voyez, c'est purement descriptif, il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans, et je comprends même pas que ça puisse choquer certains qu'on emploie le mot terrorisme. Par exemple, le gouvernement de la terreur, sous la Révolution française, était ouvertement terroriste. Le mot a été créé sous la Révolution française par les robespierristes qui voulaient terroriser leurs ennemis pour les faire plier afin de créer un homme nouveau. Donc le terrorisme, c'est un moyen d'action. Il n'y a rien de péjoratif quand on l'utilise en sciences sociales. C'est un mode d'action différent de la guerre qui oppose deux soldats en uniforme et qui épargne les civils. Voilà, c'est juste différent. D'où le fait d'ailleurs que certains militants palestiniens disent qu'il y a un terrorisme d'État israélien et même américain et occidental dès lors qu'on va faire des représailles de masse qui tuent des civils. Et j'en viens au but du Hamas. Que voulait le Hamas? Ah, c'était justement cela. Faire un attentat de type terroriste extrêmement radical, qui n'est pas véritablement démenti d'ailleurs par la population. On me dit souvent, il ne faut pas mélanger la population et le Hamas, bien sûr. Mais quand vous habitez à Gaza depuis des dizaines d'années, depuis donc 2006 que le Hamas contrôle le territoire depuis un an, mais en 2006, il le contrôle politiquement par des élections qu'il a gagnées. C'est-à-dire que les gens ont voté pour ce mouvement djihadiste, qui est aussi un mouvement caritatif et un mouvement politique, mais c'est un mouvement djihadiste. Et l'endoctrinement du Hamas qui gère Gaza, d'ailleurs avec des fonds qui viennent entre autres aussi, pas que de l'Iran, mais aussi du Qatar, grand ami de l'Occident, le Hamas est considéré comme une force relativement légitime par beaucoup d'habitants de Gaza. Il n'y a pas eu d'élection, vous me direz, depuis 2006. Mais en 2006, ces habitants ont choisi cette organisation qui était déjà terroriste et qui avait déjà fait des kidnappings et des massacres. Donc, on le voit bien, le Hamas est une organisation qui utilise le terrorisme et j'en veux pour preuve, qui utilise le terrorisme pour pousser l'autre à l'erreur. J'en veux pour preuve la revendication de Yahya Sinwar, le grand chef politique du Hamas à Gaza, qui lui n'était pas un réfugié au Qatar, il était sur place avec la section militaire du Hamas. Il a dit « Nous voulions provoquer un état de chaos permanent
par une extrême violence et pousser les ennemis à créer ce chaos. Il voulait dire par là créer des représailles disproportionnées qui allaient instaurer un état de chaos total, apocalyptique, qui nous permettra, et d'ailleurs il le dit dans sa revendication, ce qui nous a permis de refaire parler de la cause palestinienne qui avait été oubliée. Et ça, c'est intéressant. On retrouve ce que j'ai dit dans la vidéo de la semaine d'avant. Il ne faut pas juger uniquement moralement le terrorisme, même si bien sûr, on peut utiliser tous les mots qu'on veut, moralistes, enfin moraux pour juger, mais en géopolitique, on analyse l'efficacité. On n'est pas là pour faire de la morale, même si on en a une, bien sûr. Que ça soit bien clair, il n'y a pas de volonté de relativiser le terrorisme, comme on m'a reproché, un de mes amis m'a écrit là-dessus l'autre jour. Non. Mais le terrorisme a pour but de faire parler d'une cause. Indépendamment de l'horreur condamnable moralement, le but c'est pas de tuer parce que uniquement on déteste telle fille ou tel garçon. Le but c'est de faire parler d'une cause. Et Yahya Sinwar dit, nous avons créé cet état de chaos permanent par notre acte violent, afin que l'on reparle de la cause palestinienne, et ça a marché, puisque avec les accords d'Abraham, qui ont été suscités par l'administration américaine avec un grand coup de main des Émirats, les accords d'Abraham, depuis l'administration Trump et son gendre Jared Kushner, visaient à faire une entente bilatérale directe entre le plus de pays arabes possible, ça va des Émirats jusqu'au Maroc, à la Mauritanie et à Bahreïn, et des accords bilatéraux entre pays arabes et Israël, afin justement que la cause palestinienne soit dissociée des pays arabes. Que les pays arabes voient les intérêts qu'ils ont à reconnaître Israël, indépendamment de leur cœur qui va plutôt vers leurs frères de religion palestiniens, entre guillemets, pour qui les pays arabes n'ont jamais rien fait. D'ailleurs, on a beaucoup de pays arabes qui ont tué des Palestiniens. On parle tout le temps des Libanais, des forces chrétiennes, libanaises, ou Lebdeni, mais pas uniquement. Le plus grand massacre de Palestiniens, c'était Septembre Noir en Jordanie, par des Bédouins. Et deuxième massacreur régulier de Palestiniens, la Syrie avec la Saïka, une organisation terroriste pro-palestinienne qui avait créé le régime syrien, qui infiltrait les Palestiniens, et le Hezbollah libanais, qui se pose en pro-palestinien, mais qui très souvent a eu des accrochages armés extrêmement violents. On a eu très souvent des combats dans les années 90-2000 entre Hezbollah et le groupe palestinien du Liban. Donc on le voit bien, il n'y a pas que les Israéliens qui tuent les Palestiniens, il y a aussi eu les Libanais, le Hezbollah pro-iranien, la Syrie et la Jordanie. C'est pas rien. Quant aux autres pays arabes, parlons de l'Égypte, qui est derrière ces pourparlers en vue de la d'otages et de cessez-le-feu, qui est plutôt une trêve qu'un cessez-le-feu. L'Égypte est en train de terminer la construction d'un mur pour empêcher tout Palestinien de pénétrer le Sinaï et le territoire égyptien. Pourquoi? Parce que les Égyptiens combattent les frères musulmans. El-Sisi a fait un coup d'État pour empêcher le pouvoir de M. Morsi, frère musulman, de rester en place. Et El-Sisi combat de manière absolue, c'est son ennemi principal, les frères musulmans. Or, le Hamas, c'est les frères musulmans. Et les frères musulmans du Hamas dirigeant Gaza depuis 2006, forcément, la population a été frère musulmanisée, si vous préférez. Et M. El-Sisi sait qu'il y a des braves gens parmi les réfugiés qui n'ont rien demandé, mais il dit, si on les laisse venir en masse dans le Sinaï, premièrement, ça va être une volonté, ça va servir le dessein de certains Israéliens extrêmes ou très à droite ou pour une solution radicale. Ça va permettre de virer les Palestiniens de Gaza. On ne veut pas leur donner ce cadeau. Et surtout, ça va faire venir des gens dont le cœur est probablement frère musulman chez nous et qui, par l'énorme légitimité que revêt la cause palestinienne, le fait que cette cause soit une cause qui est dans le cœur des Égyptiens, même qu'ils soient frères musulmans ou pas, l'Égyptien a une empathie envers les Palestiniens, même s'il fait rien pour lui. La peur, c'est que ces Palestiniens, par leur victimologie tout à fait appréciée par les Égyptiens, dont ils sont solidaires, ben ça puisse faire une sorte de relégitimation, ça puisse opérer une relégitimation des frères musulmans que tout le pouvoir égyptien et les médias égyptiens se sont évertués à diaboliser. Donc on en arrive au bilan, ce sera la fin de cette intervention. Le bilan, où en est-on? Le Hamas a tendu un piège aux Israéliens pour qu'il y ait des représailles disproportionnées.
Le Hamas, pour ce faire, utilise des boucliers humains que sont ces populations, et c'est pas un argument, ne croyez pas que c'est un argument sioniste ou pro-israélien, c'est un fait. Les dirigeants du Hamas, répétons-le, sont au Qatar, les vrais dirigeants les plus haut niveau, ceux qui négocient avec les grands de ce monde. Les moyens dirigeants sont sur place, politiques ou militaires, et le but, c'est d'utiliser des représailles israéliennes comme moyen de faire parler de la cause palestinienne, que vous soyez pro-palestinien, même pro-Hamas, ou pro-Israël ou anti-Israël. Ça n'a aucune importance dans une explication géopolitique. N'oubliez pas que ça vous fasse plaisir ou pas, que vous soyez pro-palestinien ou pas, pro-israélien ou pas, ou même anti-israélien, ça ne vous enlève rien, et en aucun cas, c'est quelque chose qui n'est pas factuel, que de dire que la stratégie qui a été elle-même exprimée, vous pouvez retrouver sur Internet par Yahya Sinwar, le chef du Hamas, l'idée c'était de pousser les Israéliens à faire des représailles tellement disproportionnées, puisque c'est compliqué dans un pays extrêmement dense au niveau démographique, enfin là où il y a des populations c'est extrêmement dense, les dirigeants du Hamas font tout pour empêcher les civils de quitter les hôpitaux ou les immeubles ou les crèches ou les écoles. On sait très bien, et les dirigeants du Hamas ne croyaient pas une seconde, alors vous pouvez me dire peut-être pour une bonne cause, peu importe, mais en tout cas les dirigeants du Hamas ont compté sur le fait que le maximum de civils de leur groupe, de leur population, seraient tués dans des représailles israéliennes qui pourtant, et c'est pas pour être pro-israélien que je le dis, Israël n'a aucun intérêt à être carbonisé comme un pays génocideur. Donc vous pensez bien que quand je dis que les Israéliens, Tsahal, l'armée israélienne, avertit les populations, c'est comme pour le Liban, pendant la guerre des 33 jours, ou même régulièrement depuis, quand Tsahal, l'armée israélienne, bombarde des populations civiles parce qu'à l'intérieur d'un immeuble se cachent des gens qui ont des roquettes et qui opèrent des actions, ou qui ont pris des otages avec eux, c'est pas par plaisir qu'Israël tue des innocents. Je veux pas justifier Israël, je veux simplement dire que si plein d'innocents sont tués, c'est parce que le Hezbollah au Liban ou le Hamas à Gaza exigent des populations civiles de ne pas quitter les lieux parce que leur but c'était que les Israéliens fassent une représaille pour qu'il y ait le maximum de civils tués afin de délégitimer Israël pour dire que c'est un État génocidaire. Donc c'est vrai qu'Israël commet des représailles énormes que beaucoup qualifient de disproportionnées, d'accord, mais ce sont les islamistes du Hamas radicaux, djihadistes, qui l'ont cherché, et c'est ce qu'ils espéraient qu'il se passe. Il faut quand même le rappeler, que l'on soit encore une fois pro-israélien ou pro-palestinien, ça n'a aucune importance. Et donc, deuxième petite remarque, quand on parle des 26-27 000 morts du côté palestinien, du fait des représailles israéliennes disproportionnées. Depuis quand un groupe comme le Hamas, qui pratique la violence, le mensonge, le terrorisme, qui pratique la ruse de guerre, et qui en plus est du côté des plus faibles au niveau armé, depuis quand quelqu'un qui a ce profil de mouvement terroriste, propagandiste, qui a une énorme désinformation d'État, qui embrigade les populations depuis le jeune âge, depuis l'âge de 3 ans, on leur dit tu mourras en martyr. Depuis quand un tel mouvement, son porte-parole pour la justice ou la sécurité, donnerait des chiffres exacts? C'est humain, quand on est une victime ou quand on est le plus faible, de mentir, un peu comme les Ukrainiens le font sur les morts par rapport aux Russes ou sur les représailles des Russes. Quand il y a un obus qui tombe sur une ville en Ukraine, les Ukrainiens ont intérêt à exagérer le nombre de morts. C'est pas pour accuser les Ukrainiens que je le dis. Je ferai pareil à leur place. Quand vous êtes la victime et que quelqu'un qui a une armée plus forte que vous frappe, que vous l'ayez cherché ou pas d'ailleurs, c'est votre intérêt d'exagérer les chiffres. Donc, on ne sait pas le véritable nombre de morts civiles qu'il y a eu à Gaza, même si l'ONU a repris ces chiffres, mais c'est pas étonnant. L'ONU, c'est l'UNRWA. Et l'UNRWA en Palestine, donc c'est l'Organisation des Nations Unies qui gère les réfugiés palestiniens, différente du HCR, le commissariat aux réfugiés. L'UNRWA, donc une organisation onusienne qui gère le territoire palestinien, eh bien, cette organisation a été infestée de personnes qui soit ont été complices du Hamas,
soit on a vu des centaines de personnes, maintenant on le sait, il y a pas mal d'enregistrements, elles ont applaudi, non pas à l'assassinat de gens de Tsahal après les représailles, mais qui ont applaudi au moment où le Hamas et le djihad islamique et d'autres petits groupes ont massacré, violé et tué des femmes et des enfants en Israël. Donc on voit bien que les chiffres du Hamas, le fait qu'ils aient été repris par l'ONU n'est en aucun cas une preuve de véracité, puisque l'ONU en Palestine est gérée par des gens qui sont en gros anti-Israël de manière radicale et pour beaucoup pro-Hamas. Ceci dit, l'opération où en est-on? C'est sûr que énormément de civils, trop, sont tués, mais, dit Israël, difficile de faire autrement pour détruire le Hamas. En gros, si vous voulez détruire le Hamas, organisation terroriste qui est une menace existentielle pour les Israéliens, eh bien, vous êtes obligé de faire des bombardements jusqu'au sud de Gaza et jusqu'à Rafah, d'où la prise de Rafah depuis quelques jours par l'armée israélienne, la partie non égyptienne de Rafah, où arrivent des énormes tunnels qui permettent d'alimenter en armes le Hamas depuis des années. Il est certain que du point de vue israélien, c'est logique de prendre Rafah et c'est logique d'essayer de nettoyer tout Gaza. Et c'est vrai que plus on va vers le sud, plus c'est compliqué, puisque le gros du 1,5 million de Gazaouites a évolué vers le sud, et à Rafah, il y a presque 1 million de personnes, dont beaucoup de réfugiés, et ça va être difficile pour Israël de terminer le travail sans faire encore plus de carnage qu'il y en a eu. Il risque d'y avoir plus de morts quand Israël arrivera à la deuxième phase. En gros, au moment où nous parlons, autour du 16 février, l'Israël, donc le Tsahal, a éliminé 15 000, à peu près, neutralisé ou éliminé 15 000 des 30 000 soldats, terroristes, guerrieros du Hamas et du djihad islamiste. 15 000 sur 30 000, la moitié. En ce qui concerne les tunnels, on est plutôt à 30%, mais ça ne veut rien dire ce chiffre, puisque des tunnels qui sont remplis d'eau et bouchés dans l'une des parties est remplis d'eau, même s'ils ne sont pas entièrement détruits, ils sont inopérants. Donc en gros, peut-être plus de la moitié du travail a probablement été fait, même s'il y a encore des poches de résistance du Hamas dans les parties contrôlées par l'armée israélienne au nord de Gaza. Une grande partie du travail a été fait et il faudra probablement attendre fin mars pour arriver à une prise presque totale du territoire de Gaza, avec une élimination de l'essentiel des troupes, des soldats de Gaza, du Hamas, qui d'ailleurs ont perdu l'essentiel de leur commandement. La chaîne de commandement a été extrêmement affaiblie, même s'il reste la moitié des troupes. Ce sont des troupes avec moins de commandement, moins de liens, moins d'organisation, moins liées entre elles. C'est un petit peu l'état des lieux. Il est vrai que le bilan humain est horrible et que c'est là qu'on retrouve le génie de l'islamisme. Je sais que cette expression choque les anti-islamistes, mais ce que j'appelle le génie de l'islamisme, c'est pas pour dire bravo, bien entendu, c'est la froideur géopolitique, c'est-à-dire l'extrême efficacité d'une technique qui a consisté à provoquer l'autre pour qu'il fasse des représailles, empêcher mes citoyens d'échapper au bombardement en faisant tout pour qu'ils restent parfois par la force, alors que les Israéliens envoient des tracts, des coups de téléphone, des avertissements. Le but, c'est délégitimer Israël aux yeux du monde. Eh bien, ça a marché. L'électorat de Trump, de moins de 25 ans, à 70% dit, en tout cas dans les sondages actuels, qu'il refusera de voter, l'électorat de Biden, je voulais dire, des partis démocrates, l'électorat démocrate à 70% pour ceux de moins de 25 ans, ne veut plus voter en faveur du Parti démocrate et de Biden à cause de la défense d'Israël adoptée par Biden et le Parti démocrate juste après le 7 octobre. C'était au départ une défense inconditionnelle. Pour ne pas perdre cet électorat, Biden a dû un petit peu amoindrir ses positions et émettre beaucoup plus de critiques envers Israël et la représaille, et parler et demander à Israël de envisager un État palestinien. C'est un succès extraordinaire pour le Hamas d'avoir fait plier une partie du Parti démocrate, et même Biden lui-même, vous me direz pas dans les faits, mais en tout cas dans les paroles, Biden est de plus en plus sévère envers Israël. Ce qui ne sera pas le cas de Trump, mais donc le Parti démocrate américain n'avait jamais été aussi proche d'une justification de la cause palestinienne, celle de l'autorité palestinienne, donc de l'État palestinien, qu'aujourd'hui. Donc, quand Yahya Sinwar disait
on a provoqué un état de chaos permanent pour faire reparler de la cause palestinienne que les dirigeants arabes avaient eu tendance à trop oublier depuis les accords d'Abraham, c'est un succès total. Deuxièmement, on peut me répondre, oui, mais c'est n'importe quoi, le Hamas a eu un échec total puisque aujourd'hui, si les Israéliens ne s'arrêtent pas à mi-chemin, si Tsahal, l'armée israélienne, ne tient pas compte de la minorité d'Israéliens qui privilégient la libération des otages à la libération du territoire, et si Israël ne cède pas aux pressions croissantes de la communauté internationale, en fait, y compris les Américains, donc si Israël continue son travail d'annihilation, de destruction du Hamas, eh bien, il pourra avoir pris l'essentiel du territoire et le Hamas aura été vaincu, et donc il aura perdu le territoire de Gaza. Donc apparemment, ce serait un échec total de la part du Hamas que de voir Israël continuer le travail jusqu'à l'élimination totale du Hamas avec quelques petites poches de résistance. C'est mal comprendre l'islamisme. Rappelez-vous, nous avons vu dans la première intervention sur l'islamisme radical, notamment djihadiste, le djihadiste ne cherche pas, comme des comptes d'apothicaire, à avoir tel ou tel territoire en plus et en moins. Le djihadiste n'est pas, en tout cas le cerveau qui envoie les gens au casse-pipe n'est pas un imbécile. Le chef d'Al-Qaïda, le plus charismatique, El-Baghdadi, avait un doctorat en religion. C'était pas un débile mental ou un illettré. Zawahiri, l'ancien chef d'Al-Qaïda, était chirurgien. On a beaucoup d'exemples comme cela. Beaucoup de profils d'islamistes parmi les cerveaux sont souvent des étudiants en sciences. Il ne faut pas les sous-estimer. Et beaucoup connaissent les voies de la psychologie sociale et de la manipulation. Et donc, leur but, c'était de faire parler de la cause palestinienne pour que la communauté internationale fasse pression sur Israël pour mettre fin aux colonisations et surtout pour délégitimer Israël, un État qui serait devenu génocidaire, ce qui annulerait l'image classique de juifs égale victime de la Shoah et d'Hitler et ennemi des juifs égale nazi. L'idée du Hamas, qui est une idée extrêmement puissante, c'est renverser le rôle traditionnel, faire du juif l'auteur d'une Nakba, le nom arabe que l'on donne à l'Holocauste des Arabes par les Israéliens. Donc les Israéliens sont des nouveaux nazis qui commettent un génocide par des représailles disproportionnées contre un peuple que pourtant ils humilient et ils occupent. Et donc c'est totalement injustifié, même les représailles, c'est en fait un génocide, car la vraie volonté des Israéliens et du Likoud, mais pas que du Likoud, ce serait le grand Israël et détruire totalement la population palestinienne en la faisant fuir dans le meilleur des cas, en l'éliminant physiquement dans le pire des cas. Ça, c'est la vision que le Hamas veut faire grandir dans les cerveaux des gens, et croyez-moi, cette vision, elle n'a jamais eu autant d'adeptes. C'est là qu'il faut voir qu'il faut juger de la réussite ou de l'échec d'un mouvement islamiste, djihadiste. Un mouvement islamiste, djihadiste ou pas d'ailleurs, ne peut être considéré comme ayant subi un échec que lorsqu'il perd les cœurs et les esprits. Quand il y a le moins de gens qui parlent de la Palestine, de l'islamisme, de El-Aqsa, de El-Quds, le nom qu'on donne à Jérusalem dans le Coran, moins des gens parleront de cette cause, plus il y aura un échec de la part de l'islamisme radical. Mais plus on parlera de l'État palestinien, de la délégitimation d'Israël, des erreurs d'Israël, du génocide commis par les Israéliens, des Juifs qui se comportent comme des colonisateurs contre des victimes arabes qui sont génocidées, plus ces idées se développeront, et bien sûr, les Israéliens qui ont profané les lieux saints de l'islam, même s'il y a en fait que 2 lieux saints absolus de l'islam, la Mecque et Médine, Haramain, c'est un nom père d'ailleurs, c'est un nom propre père exprès. En vérité, El-Quds, ou El-Aqsa, donc la mosquée lointaine, ou la sacrée, El-Quds, Jérusalem, n'est pas du tout le 3e lieu saint au même titre que la Mecque et Médine, mais c'est un lieu saint de l'islam, mais que le Hamas a eu l'intelligence de proclamer comme le lieu saint absolu, presque en concurrence de Médine et de la Mecque. Et du coup, cette religiosisation, cette islamisation de la cause palestinienne a fait évoluer la cause des Arabes, 300 millions de personnes, à la cause des musulmans, 1,3 milliard. C'était un coup génial. Et donc l'idée, c'est d'utiliser la victimologie du peuple palestinien pour faire progresser la cause de l'islamisme. Et j'en viens à ma conclusion. Le Hamas agit objectivement comme une structure qui donne
raison à tous les arguments des plus durs du côté israélien. Les Israéliens, pour délégitimer la Palestine, ont besoin de montrer que tous les Palestiniens sont terroristes. Aravim, Mechabelim. Les Arabes sont des terroristes. Le Hamas joue parfaitement le rôle que les plus durs des Israéliens voulant délégitimer la Palestine font jouer. Et donc le Hamas et les plus durs des Israéliens, en fait, sont extrêmement complémentaires, puisque l'un veut l'annihilation de l'autre. Les adeptes du Grand Israël et de la colonisation sans limite voudraient qu'il n'y ait plus de Palestiniens en Israël et les mettre tous en Jordanie ou dans le Sinaï. Et le Hamas, en provoquant ces violences extrêmement terroristes, donne des prétextes aux plus durs des Israéliens pour mettre en action ce plan d'éradication des Palestiniens. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé depuis un certain nombre d'années ? Netanyahou, qui a besoin de l'électorat de radicaux israéliens d'extrême droite ou ultra-religieux colonisateurs, enfin, qui sont pour les implantations, disent les Israéliens, et les colonisations, disent les anti-israéliens, eh bien, Netanyahou, effectivement, comme d'autres Israéliens avant lui, a eu tendance, à plusieurs reprises dans ses différentes prises de pouvoir, il a été plusieurs fois Premier ministre, à faire monter le Hamas, parce que le Hamas lui était utile, comme pendant la guerre froide, quand les islamistes ont été aidés par les Américains pour affaiblir les nationalistes arabes, le Hamas permettait d'affaiblir l'OLP, le Fatah, Yasser Arafat et ses successeurs, Mahmoud Abbas, etc. Donc il y a une sorte d'interaction un peu dialectique entre le Hamas et la partie la plus dure du côté israélien. Mais bien entendu, rien ne justifie, d'un point de vue moral et même de la légitimité d'une cause, rien ne justifie le terrorisme. Les islamistes du Hamas ont utilisé le terrorisme parce qu'ils savent uniquement que ça va faire parler en mal dans un premier temps. Après le 7 octobre, la presse occidentale est hyper pro-israélienne et elle est totalement solidaire. Mais dans un second temps, à cause des représailles et de la médiatisation de ces représailles qui sont beaucoup plus importantes que le nombre initial de juifs tués par les attentats barbares, à long terme, on sait qu'il y a un sleeper effect et qu'au contraire, c'est la cause palestinienne qui va prendre le dessus. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça que je dis que le Hamas a réussi un coup, mal vu dans les premières heures, mais plus le temps passe, plus on parle de la cause des Palestiniens tués par les Israéliens et plus on minimise la solidarité envers les Israéliens tués par une attaque initiale. Et donc, en fait, le Hamas ne cherche pas du tout à œuvrer pour la cause palestinienne. Et c'est vraiment ma conclusion. Le Hamas cherche à œuvrer en faveur de la cause islamiste, en général, d'où la religiosisation du conflit, la dénationalisation du conflit, et porter le conflit comme une cause, au niveau d'une cause islamique plus qu'une cause arabe. Et c'est pour ça qu'il y a une alliance de facto entre les extrêmes d'un côté et les extrêmes de l'autre, mais surtout les pires ennemis des nationalistes arabes, ce sont les islamistes. Et les pires ennemis du nationalisme, je dirais, sain palestinien, le plus raisonnable, ce sont les islamistes radicaux, puisque tout le travail de respectabilisation que peuvent mettre en œuvre certains membres de l'autorité palestinienne lorsqu'ils collaborent avec Israël contre le terrorisme, tout ce travail est gâché par le Hamas. Et enfin, victoire suprême du Hamas d'un point de vue symbolique, on sait qu'aujourd'hui, en Cisjordanie, les Cisjordaniens arabes n'ont pas goûté pour l'instant à la gouvernance du Hamas. Pour eux, le Hamas, c'est quelque chose d'exotique. Il n'y a pas de lien entre le Hamas de Gaza et la Cisjordanie. Il y a une discontinuité territoriale. Ceux qui n'ont pas goûté au gouvernement très totalitaire, autoritaire, radical, liberticide, en doctrinant du Hamas chaque jour, eux, ils ne sont pas encore dégoûtés. Ils n'ont pas voté pour le Hamas. Ils n'ont pas pu voter pour le Hamas. Aujourd'hui, en Cisjordanie, de nombreux Arabes de Cisjordanie aimeraient voter pour le Hamas parce qu'ils n'ont pas encore goûté au côté désagréable, le gouvernement de tous les jours. Ils voient le Hamas comme le seul héros qui lutte en faveur des Palestiniens, tandis que les dirigeants de l'OLP, du Fatah, de l'autorité palestinienne, eux, collaborent avec l'ennemi suprême juif sioniste. Donc, on en est là aujourd'hui. Pour liquider le Hamas, Israël doit faire encore plus de morts. Va-t-il tenir face aux pressions ? On le saura dans un mois et demi, mais je pense que vers mi-mars, fin mars,
l'essentiel du travail aura été fait dans le sud de Gaza, notamment à Rafah, où se trouve aujourd'hui le gros des troupes et le gros de la population de Gaza, qui vit une catastrophe humanitaire, bien entendu. Mais rappelons-le toujours, cette catastrophe humanitaire, elle n'a pas été choisie par Israël, même si certains extrémistes ont joué avec le feu et ont fait monter le Hamas et l'ont voulu. Israël, en tant que société, n'a absolument pas souhaité ça. C'est le Hamas qui a entraîné Israël dans la solution que voulaient les plus extrêmes à l'intérieur d'Israël. Voilà, donc la stratégie du Hamas, ça a été de prendre des populations civiles comme bouclier humain pour faire parler d'une cause, comme le fait Al-Qaïda, comme le fait Daesh, toujours tuer un mécréant pour susciter des représailles, pour ensuite dire qu'il y a de l'islamophobie, de la haine, de la victimologie, voire du génocide, pour en fait diaboliser le mécréant et victimiser le musulman pur et sans tache. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout, n'oubliez jamais que si vous ne vous occupez pas de politique ou de géopolitique, la politique et la géopolitique s'occupera de vous.